Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition du Scanner, le rendez-vous de votre média d'investigation locale, le DOC. Comme chaque mercredi, nous sommes à la librairie Fière de Lettres pour vous faire rencontrer des acteurs de la vie citoyenne et locale à Montpellier et sa région. Notre sujet du jour a défrayé la chronique ces derniers temps puisqu'il est question de qualité de l'air. Alors respirez, détendez-vous, Lubrizol, c'est loin, mais n'inspirez pas trop fort quand même parce que la situation chez nous n'est pas top. En effet, Montpellier fait partie des 14 territoires, enfin 15 maintenant, les plus pollués de France. Un sujet lourd puisque la pollution atmosphérique est responsable du décès de 48 000 personnes par an. On en parle tout de suite avec mon invitée. Elle est directrice d'Atmo Occitanie, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air dans notre région. Dominique Thillac, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors j'ai fait un peu d'ironie sur Rouen en introduction, mais on sait bien que c'est un sujet lourd, donc qui rappelle AZF dans notre région. Est-ce qu'il y a encore dans la région Occitanie des sujets, des sites sensibles comme ça, des sites industriels sensibles ? Alors oui, les sites industriels sensibles, vous avez plus d'une quarantaine de sites industriels sensibles sur la région. C'est ce qu'on appelle les sites industriels Seveso classés niveau 2. Et sur ces sites-là, l'État a en charge notamment d'accompagner les industriels pour mettre en place des plans, ce qu'on appelle des plans post-accidentels, qui permettent, en cas d'accident industriel, de faire l'ensemble des prélèvements pour mieux informer les personnes sur ce qu'ils respirent lors d'un accident industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la région Occitanie, aujourd'hui, ce plan est au début en fait, du déploiement, et que nous concernant, parce que c'est souvent nous qui sommes en seconde ligne, je dirais, après les pompiers, pour faire des prélèvements et des évaluations de la qualité de l'air post-industriel. Nous sommes en train d'alerter notamment les préfets sur le manque de moyens que nous avons pour pouvoir, en cas d'accident, intervenir et faire les prélèvements qui ont été faits par nos collègues sur la région Normandie. Je crois que c'est important aujourd'hui de savoir qu'en cas d'accident industriel, la population a des attentes vis-à-vis de nous, puisque nous sommes un organisme indépendant, et que nous devons pouvoir répondre à ces attentes des citoyens en ayant des moyens de déploiement qu'il faut que l'on travaille avec les industriels et avec les services de l'État. Donc là, on va parler de la situation un peu plus spécifique à Montpellier. Donc le rapport 2018 n'est pas encore sorti, mais on peut se baser sur le rapport 2017. Vous me direz si ça a évolué. Les gros points à Montpellier, donc c'est l'ozone avec jusqu'à 41 jours de dépassement au nord de Montpellier, c'est ça ? C'est ça, nous restons sur des années, depuis 3 ans maintenant, avec des concentrations en ozone sur l'ensemble de l'est de la région, donc le Gard et l'Hérault notamment, avec des concentrations estivales importantes en ozone et un certain nombre d'épisodes de pollution sur l'été. 41 jours, c'est beaucoup quand on compare à Toulouse, par exemple 41 jours par rapport à Toulouse, oui, c'est beaucoup. Ce que recommandent notamment les organismes en termes de santé publique, c'est de ne pas dépasser les 25 jours. Voilà, donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on dépasse ces journées en termes d'exposition des populations. Et il est important d'être sensible notamment au fait que ces concentrations en ozone apparaissent en période estivale et souvent sont liées à des trafics routiers importants, puisque l'ozone est un polluant secondaire qui va se fabriquer dans des conditions notamment de température et d'ensoleillement importants. Voilà, donc souvent quand il y a des épisodes de pollution à l'ozone, vous voyez des réductions de vitesse qui permettent de diminuer les émissions d'oxyde d'azote et de façon indirecte de diminuer les concentrations en ozone. Donc la deuxième problématique, c'est le dioxyde d'azote qui est aussi lié au trafic routier ? Tout à fait, le dioxyde d'azote sur la grande métropole montpelliéraine, le premier émetteur du dioxyde d'azote, c'est le trafic routier. Et les particules fines, on n'est pas bon non plus ? Alors les particules fines, on n'est pas bon, mais c'est relativement compliqué, puisque nous avons des émissions qui sont associées au trafic routier. Mais sur la zone méditerranéenne, nous avons aussi des particules désertiques et des particules provenant de sels d'embruns marins. Donc c'est plus difficile quand on a des origines naturelles, ou dites naturelles, de particules, de pouvoir agir au niveau de ces émissions. Par contre, nous avons là aussi des enjeux au niveau notamment du trafic routier, mais aussi en période hivernale au niveau des dispositifs de chauffage au bois et des écobuages
qui reste important. Les écobuages dans la zone, c'est notamment du brûlage soit de sarments de vigne, soit de déchets verts, parce que ça existe encore chez certains particuliers. On nous avait vendu, donc justement par rapport à ce trafic routier, le doublement de l'A9 était censé régler quelques problèmes à Montpellier. Donc vous avez fait un diagnostic, vous, du doublement de l'A9, ça donne quoi Alors le doublement de l'A9, nous avons travaillé avec Vinci sur le doublement de l'A9 à partir de données de comptage routier. Ce qu'on a pu voir, mais la première année de mise en exploitation, c'est une répartition finalement du trafic routier sur l'année, sur l'ensemble des 12 voies. Donc plutôt une amélioration de la fluidification du trafic et pas d'augmentation, mais plutôt une réduction de la pollution. Ce qu'il est important pour nous maintenant de voir, c'est à long terme. En général, on évalue à 4 ou 5 ans après la mise en circulation du trafic. Est-ce que le trafic a augmenté sur l'ensemble des 12 voies ou pas? Est-ce qu'il est resté stable et on a réellement une fluidification? Ou est-ce qu'on a une augmentation globale du trafic? Et comment se répartit cette augmentation ou ce maintien du trafic routier sur l'ensemble de l'année? Pour voir là aussi s'il y a des corrélations entre le trafic routier estival et ces épisodes de pollution à l'ozone que l'on observe régulièrement, notamment en fin de semaine sur les week-ends de départ en vacances. Donc a priori pas plus de pollution, mais on reste prudent et on a une évaluation qu'il faudra faire à 4 ou 5 ans d'exploitation pour voir réellement en termes de comptage routier si on a eu une augmentation du trafic. Et bien sûr, nous travaillerons aussi par modélisation et mesure pour savoir exactement ce que l'on a en termes de concentration de polluants aux alentours de ces deux axes autoroutiers. En termes d'exposition des populations, l'idée de construire un quartier à la proximité directe de cette autoroute, c'est pas une très bonne idée. Alors il est important, avant de faire des projets de construction, effectivement de voir quelles sont les zones qui sont exposées durablement à la pollution. Il est extrêmement difficile, quand on a des autoroutes ou des voies structurantes, de réduire la pollution dans l'environnement de proximité. Donc si ces zones ne sont pas densifiées, il faut être prudent par rapport à la densification de ces quartiers. Ce sont des choses aujourd'hui qui, dans les plans d'urbanisme, sont intégrées, les zones notamment en jeu. Sur le PLUIH, donc le plan d'urbanisme et d'habitat de Toulouse, les zones à forte concentration de dioxyde d'azote ont été intégrées, de façon à éviter d'une part de mettre des établissements sensibles dans ces zones-là, donc des écoles, des centres pour personnes âgées, mais aussi éviter de densifier ces quartiers. Donc par rapport à toutes ces populations, l'impact sur la population, vous l'avez chiffré sur le territoire de Montpellier, combien de personnes à peu près? On estime sur le territoire de Montpellier entre 1500 et 4500 personnes exposées à de la pollution de façon chronique, donc sur l'ensemble de l'année, sur des concentrations en pollution qui dépassent ce qui est recommandé pour la santé. D'accord. On a une spécialiste à Montpellier, Florence Trébuchon, qui a beaucoup interpellé les pouvoirs publics. Elle parle de nouvelles formes d'asthme, elle parle des dangers sanitaires du diesel. Elle chiffrait à 38% le risque de mortalité en plus quand on vit à 150 mètres des gros axes routiers. Et dans une interview donnée au DOC il y a quelque temps, elle avait apparenté la pollution atmosphérique au scandale de l'amiante. Ça vous fait réagir comment, vous, en tant que... Alors moi, ça me fait réagir. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui arrive. Il faut rappeler que la pollution atmosphérique, c'est la deuxième cause de mortalité en France, derrière le tabac. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est quelque chose d'important en termes de santé, en termes d'économie. Et je pense qu'il faut que chacun des responsables et des individus prennent conscience que l'air, c'est la chose qui finalement transite le plus dans la journée dans notre corps. Plus que l'eau, plus que l'alimentation. Et je pense que c'est quelque chose dont les gens sont en train de prendre conscience. Donc oui, c'est important, je pense, de sensibiliser et d'être sensible à la qualité de l'air qu'on respire. C'est facile, parce qu'on le voit avec les océans, avec le plastique, on peut montrer des images, on peut voir quelque chose. C'est facile de sensibiliser le public à l'air parce qu'on ne la voit pas forcément, cette pollution. Alors c'est extrêmement difficile, et c'est d'autant plus difficile que finalement l'air, c'est un mélange de différents composés. On a parlé beaucoup des polluants, des oxydes d'azote, des particules, des ozones. C'est un tout petit panel finalement de ce qui est contenu dans l'air. Il y a beaucoup plus de choses. Et l'enjeu pour nous aussi dans les années à venir, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les polluants émergents. C'est aussi de travailler sur peut-être les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'il y en a dans l'air, sur les pesticides dans l'air, quelles sont les concentrations de ces éléments-là, les particules ultra fines. Donc c'est important aussi de gérer les problèmes
dont on est conscient aujourd'hui, mais d'anticiper aussi les inquiétudes que l'on a. Aujourd'hui, nous sommes questionnés par le public, savoir qu'est-ce qu'on respire, est-ce que c'est grave. Et nous, il nous faut faire des mesures, donner les mesures que l'on a à des organismes de santé pour qu'on puisse apporter des réponses objectives à la population sur ces éléments-là. Et pour nous, c'est indispensable pour objectiver les débats, éviter que les gens aient peur pour rien, et puis améliorer les choses. Parce que quand on a des choses effectivement objectives, on peut suivre les évolutions, on peut voir si les actions qu'on met en œuvre sont efficaces ou pas. Alors depuis 1996, on sait qu'il y a une loi qui encadre la loi Laure, donc elle donne à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Est-ce que vous estimez, vous, que les politiques sont garants de cette loi-là? Est-ce qu'ils la font respecter? Est-ce que les engagements sont tenus? Alors c'est une question qui est compliquée, puisque pour être sûr qu'on a un air qui ne nuise pas à sa santé, ça veut dire qu'on a une connaissance parfaite de l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir la modestie de dire qu'on a un panel de connaissances, mais on est loin de connaître l'ensemble de ce que l'on respire. Donc il est important, je pense, que les pouvoirs publics, d'une part, prennent conscience des enjeux de santé. Je crois que c'est en train d'être fait, mais je crois que c'est aussi important qu'il y ait des moyens qui soient mis sur la recherche, qui soient mis sur les moyens de mesure pour appréhender les sujets de préoccupation qui sont les sujets d'aujourd'hui. On en a parlé, les pesticides, les particules ultra-fines, pour pouvoir répondre à ça. Et une fois qu'on aura répondu à ces questions, on pourra dire oui ou non si effectivement on a un air qui ne nuit pas à notre santé. Donc sur des mesures plus concrètes, donc par exemple, il y a normalement la mise en place d'une zone à faible émission à Montpellier, donc je crois que c'était l'engagement était pour 2020. On en est où de cette mise en place? Alors je suis un peu dépourvue là de réponse, puisqu'on n'a pas été associé à la réflexion qui est menée sur Montpellier. Je pense qu'elle est en cours. Nous avons beaucoup travaillé sur Toulouse, sur 4 scénarisations différentes par rapport à des territoires, par rapport à des restrictions de circulation en fonction notamment des vignettes critères. Et 3 scénarios là seront étudiés en plus d'ici la fin de l'année. Mais sur Montpellier, je sais que des choses se passent, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas au courant. On a un des candidats à la municipalité là, qui, lui, justement, donc Michael Delafosse, demande une plus grande transparence sur la qualité de l'air, demande à ce qu'il y ait, par exemple, des indicateurs devant les écoles. Vous, ce serait quoi déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure des indicateurs devant les écoles et comment on fait pour faire cette transparence sur la qualité de l'air? Alors, je pense que la transparence sur la qualité de l'air, elle y est. Ensuite, il y a tout un mouvement actuellement sur ce qu'on appelle les microcapteurs, avec un engouement en disant chacun va mettre un microcapteur devant une école, devant tel ou tel endroit. Il faut savoir que ces appareils de mesure sont des appareils qui sont plus pour sensibiliser que des appareils qui sont contrôlés d'un point de vue météorologique. On en a quelques-uns, on en a testé quelques-uns, donc il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il faut-il en avoir 1 ou 2 ou 3 pour savoir lequel marche finalement. Et vous allez avoir une information qui va être localisée, mais qui va vous donner à un instant finalement une exposition. De la même façon que vous avez un thermomètre dans votre maison, vous ne pourrez pas évaluer le réchauffement climatique. Donc je pense que là aussi, la transparence, alors toutes nos informations, vous avez toutes nos mesures en direct. Oui, nous faisons de la modélisation. Sur Montpellier, on a de la modélisation à la journée, de la prévision à la journée, ce qu'on n'a pas sur toutes les agglos. Et je pense qu'il est important de travailler sur le fond, sur l'évaluation de l'action publique, sur l'amélioration des choses. Mettre des microcapteurs, c'est pédagogique, mais ce n'est pas obligatoirement ni efficace, ni juste en termes de transparence. Voilà. Vous avez travaillé avec la DREAL, donc sur le plan de protection de l'atmosphère, une feuille de route pour améliorer la qualité de l'air. Vos préconisations, ce seraient lesquelles, justement? Si on devait dire aux politiques qu'il y a des choses à mettre en place maintenant, ce serait quoi? Alors, on travaille, on n'est pas trop sur la préconisation en termes d'action. L'enjeu sur Montpellier, c'est un enjeu de mobilité. C'est l'enjeu des grandes villes. Donc, c'est vraiment comment fluidifier le trafic, comment mobilité et urbanisme, comment on fluidifie le trafic, comment on évite d'ajouter des populations exposées dans des territoires qui sont déjà soumis à de la pollution et dont on sait qu'on aura des difficultés à réduire cette pollution. Donc éviter de la densification urbaine dans des zones polluées, impactées. Et d'autre part, je pense qu'il y a une action effectivement de sensibilisation de l'ensemble des personnes pour prendre conscience que lorsqu'on brûle des déchets, lorsqu'on brûle des choses dans sa cheminée, tout ça ressort dans l'atmosphère et à un moment ou à un autre, on respire ce qu'on brûle.
Donc là aussi, je pense qu'il y a des actions à mettre en œuvre sur le brûlage, sur l'écobuage, de façon à réduire ces pratiques quand on a d'autres alternatives. On parlait de la mobilité, donc il y a aussi donc donc là on est dans les municipales, on parle beaucoup de gratuité des transports. Vous pensez que ça peut être une approche efficace ou pas? Alors moi je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'évaluation, on est vraiment nous dans le domaine très scientifique. Si la contrepartie d'une gratuité du transport est moins de véhicules sur la route, c'est efficace. Maintenant, si vous avez les mêmes personnes qui sont aujourd'hui dans les transports en commun, qui prennent les transports en commun, mais gratuitement, on sera sur une action qui sera du même niveau que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, autre sujet, mais le DOC a récemment sorti une enquête donc, sur le problème de la pollution aux particules fines liées au paquebot à Sète. Donc, on sait que France Nature Environnement a demandé à ce que vous soyez associé à un diagnostic. Vous allez vous saisir de ce dossier-là ou... Alors, on se saisit. On a surtout été sollicité par le port de Sète, puisque j'y suis lundi prochain, pour justement échanger sur les actions que l'on pourrait mettre en œuvre pour, là aussi, objectiver les débats, savoir où nous en sommes sur le port de Sète et éventuellement accompagner les projets de développement, si projet de développement il y a, pour voir éventuellement l'impact de ces projets sur la qualité de l'air. C'est des travaux que nous faisons sur les aéroports, notamment nous avons un partenariat depuis 2004 avec l'aéroport de Toulouse et nous avons reconstitué l'ensemble de la pollution sur l'aéroport de Toulouse. Nous actualisons ces données tous les 2 ans de façon à voir l'évolution de l'impact de l'activité aéroportuaire sur la zone et éventuellement sur les habitants. Ça permet d'objectiver les débats et ça permet réellement aux gestionnaires de l'aéroport de voir où sont les enjeux pour lui en termes d'action. Voilà. Et on souhaiterait pouvoir faire la même chose éventuellement sur le port de Sète. Ça veut dire un partenariat un peu long parce que c'est des travaux, il nous faut quasiment 3 ans pour faire un état des lieux de la quantité de polluants émis sur un port. Ça veut dire qu'à un moment, il va nous falloir les immatriculations des bateaux, les références des bateaux, les heures, les périodes d'arrivée, de stationnement au port, de façon à reconstituer l'ensemble des émissions sur le port, puis ensuite les disperser dans l'atmosphère et reconstituer les concentrations de polluants dans l'atmosphère pour voir effectivement s'il y a des enjeux en termes de santé et d'impact. Donc, à suivre. Alors pour terminer, donc vous avez lancé depuis 2018 avec l'ANSES un grand état des lieux sur la présence des phytosanitaires donc, dans l'air. Vous avez des premiers éléments sur ce diagnostic-là? Alors sur la campagne ANSES a été terminée en juin 2019. Nous n'avons pas les dernières mesures. L'ensemble des données va être traité nationalement par l'ANSES et devrait être publié au premier semestre 2020. Donc à ce stade, sur la campagne ANSES, je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner. Néanmoins, nous avions un partenariat de longue date avec des collectivités, notamment la région, sur ces suivis de phytosanitaires dans l'air. Et nous avons fait plusieurs publications sur certains points de mesure pour effectivement évaluer la composition du compartiment aérien en pesticides dans l'air. Donc, j'ai plus en tête l'ensemble des données, mais vous avez notamment sur notre site un bulletin spécial qui remet en perspective les différents points de mesure et les résultats que nous avons eus sur ces campagnes de mesure. C'est une des grandes problématiques à venir, d'après vous? C'est une des préoccupations sociales les plus importantes, oui. Enfin, c'est la préoccupation sociale que l'on sent, nous, le plus monter. Et c'est sur ces thématiques-là que nous avons le plus de questions actuellement. Dominique Thillac, je vous remercie beaucoup d'être venu au Scanner. Donc l'émission est finie pour aujourd'hui. Donc l'ensemble des rapports que nous avons évoqués, on peut les retrouver sur votre site Atmo Occitanie. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur la chaîne YouTube du DOC, sur notre site ledoc-info.fr. Merci à Wissam et Chloé pour leur accueil dans la librairie Fière de Lettres. Merci à Gabriel Fradin pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine.